Merci, mesdames et messieurs, de faire confiance à votre chaîne Congo Buzz. Et bienvenue dans votre émission Entre les lignes. Voilà, aujourd'hui, nous avons une personne qu'on reçoit pour la première fois dans ce format, Entre les lignes. Eh bien, on est parti pour 45 minutes d'échange. On le reçoit souvent dans les cadres de grandes tribunes. Aujourd'hui, on donne la parole seul. Il va devoir s'exprimer. Il est suffisamment connu, il est éloquent, mais il a décidé de faire son entrée cette fois-ci à l'hémicycle. Nous nous souhaitons toutes les bonnes chances du monde, espérons qu'il sera parmi les élus du peuple pour la mandature prochaine, parce que nous voulons voir également des nouvelles figures qui viendront, n'est-ce pas, ramener quand même un vent nouveau, parce que le changement est divin. Merci beaucoup, je le présente pas en même temps, parce que vous le connaissez déjà. Lui, c'est Eugène Kandolo, il est entrepreneur, il est écrivain, il est journaliste, il est motivateur. Il a aussi produit une chanson. Hein. Bonjour coach. Bonjour Dan. Merci beaucoup de... C'est moi qui vous remercie de cette invitation, Oui. voilà, qui a beaucoup de signification à mes yeux. Exactement coach. Alors, on va commencer on va critiquer d'abord l'actualité, avant de parler de votre candidature. Il y a cette équipe de campagne qui n'est plus une équipe, qui finalement n'est plus une équipe, qui a été mise en place. On a suivi M. François Mamba et toute l'équipe dire que voilà, l'équipe est là. Et tout de suite le soir, on a vu Mme Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, corriger les tirs. Et le soir, c'est M. Augustin Kabouya, secrétaire général du parti, aussi corrigé. Alors, comment comprenez-vous ça? D'abord, j'ai appris ça avec beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin, de voir qu'au sommet de l'État, les choses se passent avec autant de légèreté. Et en même temps, il y a eu l'émotion, il y a eu des réactions émotionnelles, mais après, froidement, je devrais analyser la situation. Mais rien n'a vraiment changé. Dans l'ordre chronologique, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, Madame Tina est venue après, en fait, après le secrétaire général de l'UDPS, Kabouya. Donc Kabouya a fait 2 tweets. Avant Tina Salama. En fait, déjà, pourquoi j'étais chagriné de voir que des collaborateurs du chef de l'État qui convoquent un point de presse, pas n'importe quel collaborateur, parce que M. François Mwamba est censé être celui qui dirige la cellule stratégique. Et tout ce qui s'est passé, en fait, a manqué des stratégies. Alors, je me demande bien, en fait, en quoi il a cette appréhension de la stratégie, parce qu'il se présente là. Regarde combien de points, en fait, il manque en stratégie. Même si, imaginons, par absurde, que le chef de l'État leur avait donné quitus et qu'il avait promis qu'il va le mettre. Mais vous ne vous précipitez pas. Vous n'avez pas encore un acte officiel, mais vous allez vous présenter vous-même en vous bombant le torse. Ce nous, la cellule de coordination de la campagne du chef de l'État. Déjà, en fait, c'est indécent, en fait, de se présenter soi-même. Je ne sais pas comment eux, ils prennent la chose, mais ils étaient tout en veste, voilà, devant une table. Je me demande, est-ce qu'ils ont un tout petit peu le sens d'honneur, parce que c'est très gênant que tu viennes te présenter toi-même. Bon papa, c'est moi l'époux de votre fille. Ou soit tu viens devant les enseignants. Il y avait un directeur, il est parti, mais tu viens toi-même sans que les promoteurs viennent dire à d'autres enseignants que voilà le nouveau directeur. Vous comprenez la démarche? Il y a un protocole lié à ce genre de choses. Mais on a vu des gens qui se sont mis devant la table, qui ont invité la presse pour dire que c'est eux qui vont diriger. Quelle maladresse! Ça, c'était d'abord un. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est des intellectuels. Bon, en fait, on présume, ils parlent très bien français, ils ont une longue expérience, ils ont été en politique, les François Mwamba, les autres et tout. Mais bon, bref, ils ont fait ça. Ça, c'est la première des choses. Mais deux, et ça a chagriné quand même des gens. Le chef de l'État est candidat de l'Union sacrée. Je n'ai pas compris comment on peut autant manquer de sagesse que de se présenter
ainsi sans penser à l'idée que ça peut frustrer les autres qui sont dans l'union sacrée. Je ne sais pas comment. Est-ce que les gens se sont réveillés du sommeil et ils sont venus comme ça? Vous comprenez la pédagogie? Dans cette histoire, ils ont embarrassé le chef de l'État. Parce que qu'est-ce que les autres partenaires de l'Union sacrée vont penser? On sait que c'est des bonnes guerres. Tous les partis qui sont au sein de l'Union sacrée, ils sont aussi en même temps en compétition parce que les dénominateurs communs, c'est les chefs de l'État pour la présidentielle. Mais tout le monde va batailler pour avoir plus de députés pour se positionner. Ça, c'est des bonnes guerres. J'ai suivi le secrétaire général de l'UNC, Billy Kambale, qui disait qu'eux, ils doivent avoir 150 députés. On lui a posé la question par la journaliste, mais comment tu ne penses pas à vos collaborateurs, de vos alliés dans l'Union sacrée? Il dit non, c'est une compétition, chaque parti a des ambitions. Et ça, c'est très important. Mais outre cela, les dénominateurs communs qui est le chef de l'État, on ne peut pas se l'approprier et rejeter les autres. C'est manquer de sagesse que de se présenter devant la presse, que de faire ça. Mais on a vu dans cette réunion stratégique. Justement, laisse-moi d'abord aller avec l'idée. Ça, c'est deux. Je parlais premièrement de ce manque de tact. Quand on ne vous a pas présenté, vous ne vous présentez pas vous-même. Deux, ils n'ont pas un seul instant, des gens sages, des gens stratégiques, qui dirigent des cellules de stratégie, ils n'ont pas pensé un seul instant ce que ça peut faire aux partenaires. Vous comprenez? Et ils se sont présentés comme ça. Trois, ils parlent d'une équipe de coordination de campagne, mais qui est presque monojambique. Tous les commentaires qui s'en sont suivis, c'est vrai que les gens ont extrapolé, exagéré. J'ai vu des gens qui parlent de 90%, 80% de Kassaï, mais ça sautait aux yeux. Vous comprenez? Quand vous y mettez Kazadi, Kabouya, Mwamba, ça fait mal en fait. Ça nous gêne. C'est vrai que je n'ai jamais été partisan de cette histoire à chaque fois géopolitique. J'ai toujours donné l'exemple de l'équipe nationale où on peut trouver si beau Lingui, beau Pingi, beau truc, mais qui marque pour l'équipe nationale. Mais ici, il s'agit du chef de l'État qui fait une équipe de campagne, la coordination de l'équipe de campagne, qui doit avoir une image fédératrice. C'est très important. On ne peut, même si on lui a mis un Kolondele et puis un truc, mais ça sautait aux yeux que c'était accentué deux figures d'un même espace. Et ça, ce n'était pas bien. Et parce que ça s'est accentué comme ça saute aux yeux, on était en lieu de se poser de questions, est-ce que ce sont d'ailleurs les meilleurs de cet espace? Je vais extrapoler. Imaginez, je me réveille, on me dit, pour ta communication, pour l'équipe de ta communication, les gens ont leurs fautes. Je n'en disconviens pas. Ils ont leur passé et tout ça. Mais on me dit, par exemple, pour l'équipe de ta communication, il y a Zakari Bababaswe, il y a Mouyaya, il y a Jean-Marie Kassamba. Je dis n'importe quoi. Je ne vois pas le fait qu'ils soient de même espace. Je vois directement des gens qui ont la maîtrise de la chose. C'est des experts, c'est des techniciens. Mais ici, on présente une équipe. En termes de coordination de campagne, c'est quoi l'expérience? Le ministre de l'Intérieur, l'ancien directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, les autres qu'on a cités, des gens qu'on avait renvoyés de la présidence, et puis tout ça. En fait, on ne voit même pas, en fait, en termes de technicité, en termes de finesse et d'image fédératrice, ce qu'ils peuvent apporter. Parce que c'est très discutable. L'équipe de coordination de la campagne du président sortant, tout à fait. Qui est portée par l'union sacrée avec tous ces embranchements. Troisième faute. Alors, quatrième faute, c'est quand on présente cette équipe, il n'y a aucune femme. Il n'y a aucune femme. Mais comment ils ne se sont pas gênés? Le chef de l'État est présenté officiellement comme le champion de la masculinité positive. Le chef de l'État reçoit régulièrement, il lutte pour promouvoir la femme. Mais vous présentez cette équipe. Il y a lieu de se poser des questions. Est-ce que réellement, ces gens ont voulu faire du mal au chef de l'État ou bien ils se sont rendus compte de l'acte qu'ils ont posé? Vous comprenez? Aucune femme sur une dizaine de personnes. D'abord, je me demande pourquoi une équipe de coordination peut être à 10. Vous comprenez? C'est tellement, en fait, ça veut dire qu'on ne comprend même pas la campagne. On sait tout ce que le chef de l'État va passer. Alors, parce que c'est facile, on doit mal faire les choses. Je suis désolé. C'était tellement mal ficelé que je me demande s'ils ont même la notion de la coordination d'une campagne présidentielle. 5. Il n'y a aucun jeune. Aucun. Il n'y a aucun jeune
Bon, je ne sais pas s'ils n'ont pas beaucoup confiance au ministre de la Jeunesse, si on pense qu'il n'est pas... Mais il y a des jeunes qui sont fédérateurs, qui sont des images. Aujourd'hui, à l'Union Sacrée, ou des techniciens, parce que de toutes les façons, c'est une question de campagne. Quelqu'un peut soutenir le chef de l'État sans avoir été au stade pour le tralala de l'Union Sacrée. Parce qu'en fait, le problème n'est pas d'avoir été dans une réunion avec casquette et t-shirt. Mais est-ce qu'on porte les idéaux? Est-ce qu'on pense que le Congo, pour le moment, la personne qui est mieux placée pour mettre sur le rail, c'est le président de la République? Ça, c'est un idéal. Est-ce que vous faites un bon diagnostic quand vous remettez en question cette équipe, non, mais la formation de l'équipe? Non, la formation a été faite de façon maladroite. Oui. La preuve, oui. Aujourd'hui, on en est à 3 tweets des contradictions. Il y a eu des titres de vos collègues de presse qui n'ont pas manqué l'occasion. Parce que tout de suite, regarde maintenant, la maladresse commence à se suivre. Tout de suite, quand, je ne sais pas quel est l'événement qui s'est passé juste après ce point de presse, pour que le secrétaire général de l'UDPS fasse... se reprenne. Parce qu'il est assis juste à côté du monsieur qui est en train de parler de ce ton. Il vient faire la contradiction après. Comment ils ne se sont pas concertés pour se présenter devant le média? Est-ce que François Mamba a improvisé des choses pendant qu'ils étaient là et qu'eux, ils ne savaient pas? Tout ça, c'est les questions qu'on se pose parce que la communication a été maladroite. On se pose maintenant des questions. Il était à droite. Et c'est lui qui va faire finalement le tweet pour dire il y a eu une mauvaise communication. Erreur de communication. C'est quoi l'erreur de communication? C'est de s'être présenté là-bas. En fait, c'est vague. Et après, il fait même un lapsus parce que c'était la précipitation. Il parle que l'équipe sera mise en place par ordonnance. Équipe de campagne fait privé sera mis en place. Et tout de suite, les gens ont déjà capturé. Tout de suite, il vient changer les tweets. C'est pour cela que les gens doivent avoir des experts en communication quand ils font des choses. Souvent, les gens pensent que la communication est aléatoire. Il faut avoir des conseillers. Des conseillers juridiques, des conseillers en communication et le respecter. Ça ne doit pas être juste de pire petit. Beaucoup de personnages politiques dans l'espace congolais prennent les gens de manière aléatoire, juste pour les accompagner, juste pour gonfler leur équipe. Des gens qui, quand il va se déplacer, il y a des gens autour de lui, Yemoko. Mais en réalité, ils ne prennent pas en considération. Parce que s'il avait un conseiller juridique, s'il avait des gens assez futés, un conseiller politique, parce qu'à son niveau de rang, en tant que chef du plus grand parti, le parti qui appuie le chef de l'État, il devait avoir, dans une certaine mesure, un cabinet, des gens futés. Parce que, en fait... Et même ces tweets avant de leur exactement. Public, il faut qu'il y ait une équipe des gens exactement. On relit les tweets, lisent. On voit est-ce qu'il faudrait le mettre ou pas. Mais après, tout se fait dans la précipitation. Parce que lui connaît tout. Quand on va lui poser des questions, il va dire, c'est nous les amateurs là qui avons fait que le chef d'État devienne président. C'est nous qui avons lutté. En fait, il n'a rien à écouter chez quelqu'un d'autre. Malheureusement. C'est des gens qui n'aiment pas écouter. Aujourd'hui, ça fait que l'UDPS a beaucoup de handicaps. Alors, je ferme vite la parenthèse. Maintenant, des maladresses à maladresse. Maintenant, il y a la porte-parole du chef de l'État qui vient faire un autre tweet pour carrément fixer les choses. Mais est-ce que ce tweet a tout arrangé? Parce que, comme on dit en lingala, Maïsi et Sopani, les gens ont vu comment les choses ont été faites vraiment en désordre, comme dans la cour du roi Péto, et ça a vendu très mal l'image du chef de l'État. Et c'est là que je reviens à la responsabilité du directeur de communication du chef de l'État. Je me demande s'il travaille ou bien s'il prend juste son salaire. Et puis, parce que c'est la personne qui est censée mettre en place la politique de communication du chef de l'État. Une autre question qu'il faudrait se poser, c'est peut-être de qui c'est... Non, mais justement, je vais en arriver. Ils ont pris l'initiative de qui? Mais justement. De leur propre chef ou c'est le chef? Oui. Tout ça, voilà pourquoi, pour mettre au clair, moi je pense que le chef de l'État devrait mettre de côté qu'aucune personne de ces gens-là qui se sont présentés seuls ne puisse faire partie de son équipe. Même Kabouya. Oui, mais après, je me dis, dans une certaine mesure, la seule personne qui était justifiée dans cette équipe, c'est Kabouya. Parce que Kabouya est à la tête de l'UDPS. Tout naturellement, il doit être dans l'équipe, dans le noyau de coordination de la campagne. Ça se justifie. Mais bon, les autres, en fait, je ne vois pas vraiment la justification de leur présence. Juste, est-ce que parce qu'ils sont amis? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont dans une optique où, est-ce que tu sais que c'est nous que les chefs écoutent? Après, tout ça, c'est passager. Il faudrait se poser la question, est-ce que ce que nous faisons contribue à renforcer, en fait, la bonne image du chef? Est-ce que ce que nous faisons fait respecter le Congo? Parce que, en fait, les chefs est en même temps l'individu, mais en même temps une institution. Alors, tout ce que vous faites, qui entache à l'organisation, qui donne l'image de désorganisation, de l'amateurisme, vend mal l'image du chef. Et qu'est-ce qui se passe?
vous êtes en train de faire mal respecter le Congo. Carrément, on prend le Congo comme un lieu des stagiaires où, au sommet de l'État, on peut avoir des gens qui viennent tâtonner, qui viennent se présenter devant la presse sans avoir un mandat réel pour raconter leur vie. Vous comprenez? Et j'insiste sur le fait de la responsabilité du directeur de cabinet. Si on le respecte, le directeur de communication, si on ne le respecte pas, il devait démissionner. Parce que ça, c'est son rôle. C'est la personne qui met en place la politique de communication du chef de l'État. Et qui, par conséquent, doit avoir le temps de briefer le chef de l'État. On ne peut pas aller vendre l'image du chef de l'État et que lui ne fasse pas une note technique pour dire que ces gens doivent être sanctionnés. Parce que la communication du chef de l'État ne consiste pas seulement dans le parler du chef de l'État, ne consiste pas seulement dans la présentation du chef de l'État, mais consiste à veiller à l'image du chef de l'État, parce que c'est une communication institutionnelle. Et l'image du chef de l'État implique aussi toute personne qui, par son comportement, aurait une répercussion sur l'image du chef d'État, qu'il soit ministre, qu'il soit collaborateur du chef. Et c'est comme ça que les choses devraient se passer. Malheureusement, nous sommes juste dans un pays où les gens sont fiers d'être aux côtés du chef de l'État, d'être ceux qui décident, ceux qui l'écoutent. Et ils sont très fiers, ils sont très contents. Ah d'ailleurs, si tu ne fais pas, les gens, c'est eux qui ont la signature. Eux, si tu passes pas par eux, tu ne peux même pas passer aux médias, analyser comme ça, parler à mal de Kabouya ou de Mwamba, au risque que toutes les portes te soient fermées au monde. Vous voyez, les gens sont dans cette appréhension. Alors que les gens oublient qu'il y a eu des gens qui étaient très forts au début de ces mandats. La psychose, la peur. Au début de ces mandats, les hommes forts, c'était Vijay, c'était Kamere, c'était Kabound. Où ils sont? En fait, les gens ne tirent pas des leçons. Ils se disent juste, je suis là maintenant, petit. Donc, du coup, les gens deviennent hypocrites. Les gens n'ont pas la liberté d'esprit, l'indépendance de voir ce qui est bien pour le Congo. Les gens vont chercher juste un petit discours pour amadouer le petit roitelet du moment. Et entre-temps, le pays est très mal vendu, très très mal vendu. Et nous regrettons aujourd'hui parce qu'en fait, ne crois pas que les ennemis, ils vont laisser donc, passer. ce que vous venez de dire, ce qu'on doit comprendre, c'est que la communication du président de la République elle organisée. boitille. Franchement, à la limite, je me dis que, bon, soit le gars n'est pas respecté, soit il n'a pas compris ce qu'il devrait faire. Vous parlez du directeur de communication. Soit il n'a pas compris ce qu'il devait faire. Il est inaudible, parce qu'en fait, on n'entend presque pas. Ça fait partie de son champ. L'image du chef de l'État a été sapée. C'est comme ça, comme j'ai dit, qu'il faudrait qu'il y ait des punitions. Et une des punitions, c'est que, parce que ça serait très insultant de revoir parmi ces gens-là, dans l'équipe de coordination, finalement, qui va être mise en place. Parce qu'on va se dire, finalement, ça veut dire que c'était juste une fuite d'informations. Les gens se sont précipités parce qu'ils avaient déjà les cutis. Ils se sont précipités d'aller faire les choses. Mais après, cette façon de faire les choses est très moche. Il faut avoir des considérations et il ne faut pas créer de malaise au sein de l'Union sacrée. Il ne faut pas mettre la puce à l'oreille. Les autres avaient déjà fait des congrès. Ils ont dit leur candidat, c'est le chef de l'État. Vous comprenez? Il y en a qui n'avaient pas encore fait des congrès. Donc, alors, au lieu de travailler dans l'essence de fédérer, dans l'essence de rendre davantage la tâche facile, on se dit, bon, comme la tâche est déjà facile, créons alors des mécanismes de la rendre difficile et compliquée, de déchirer les gens. Et ça, c'est de la maladresse. Les gens devraient avoir suffisamment de sagesse pour comprendre qu'il est temps de créer de l'harmonie autour du chef et de faire de manière à ce que le malaise ne commence pas maintenant. Parce que c'est une très mauvaise image du chef qu'ils ont vendu, alors qu'il y a des gens, des partis politiques qui ont fait des congrès, qui ont dit notre candidat c'est le chef de l'État, des collaborateurs du chef de l'État au plus haut niveau, des ministres, de ministres d'État, de vice-premiers ministres. Alors donc il ne faut pas s'en passer, faire de la coordination de la campagne du chef de l'État juste une petite boutique de son parti et de quelques amis qui se revendiquent le roi actuel. Donc il faut voir des choses avec beaucoup de grandeur et conjuguer les Congos avec beaucoup de grandeur parce que ça demande les Congos est plus grand et exige de nous la grandeur. Dans ce qu'on a vu là, aucune grandeur. C'est vraiment de la camelote, c'est vraiment quelque chose qui a fait insulter et finalement il n'y avait même pas de repères et de modèles en fait pour la jeunesse. Finalement c'est dit. Donc les choses peuvent se passer comme ça. Aussi récupérer pour oui, mais c'est de bonne guerre. L'opposition récupérera parce que en fait, quand vous donnez des armes à l'adversaire, il va exploiter. Malheureusement, en fait, l'opposition ne sait pas non plus mieux exploiter les choses. Enfin, ça va passer parce que après, ils n'ont pas des substances. Aujourd'hui, ils sont perdus un peu dans leur propre guerre aussi parce que ça a été sauvé juste le même soir. Il y a eu cette sortie de Jacques Ndala qui venait aussi mettre les linges sales de leur famille politique sur la place publique. Mais finalement, on s'est dit, mais est-ce qu'il y a vraiment des modèles dans nos partis politiques? Est-ce que vraiment il y a
l'exemplarité à un moment donné. Que ce soit on pour s'est votre dit rôle de que- l'opposition, il y a des problèmes sérieux. Ouais. Alors, Eugène Kandolo, vous êtes candidat député national. C'est vrai, ce n'est pas encore la campagne électorale. Nous Ouais. parlons projet, nous parlons idée, nous parlons initiative. Vous êtes jeune, vous êtes ambitieux, vous êtes très connu, vous êtes respecté. Vous êtes un leader des jeunes, leader d'opinion également. Alors, on veut comprendre, une personne qui est un modèle dans un secteur donné, pourquoi vous voulez vous mêler à la politique? Je ne me mêle pas de la politique. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personne a une vocation. C'est vrai que c'est chez nous où on prend la politique comme un truc de hasard, parce que j'entends souvent les gens dire, bon, il y a un challenge sur les 21 cas, et les gens vont se précipiter. C'est comme ça qu'il y a 25 000 candidats pour 500 sièges. sièges. Je ne dis pas forcément que tout le monde est attiré par ça, mais c'est devenu un peu aléatoire. Mais ce qui est très important à savoir, c'est qu'il y a des gens qui sont vocationnels par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Moi, tous qui me connaissent depuis que je suis tout petit, je n'ai jamais nié en fait le fait que mon parcours est orienté vers ça. Mais il faut respecter chaque étape de la vie. Mais aujourd'hui, c'est pas la première fois. Moi, en 2015, j'ai postulé comme député provincial. Mais il n'y a pas eu élection et l'État congolais nous a volé l'argent. Je ne les dirai jamais assez parce que c'est malhonnête. J'avais appris qu'il y avait des ministres qui ont pris cet argent. Parce qu'en 2018, avant les élections, l'État a semblé rembourser l'argent de ceux qui avaient postulé en 2015 pour la députation provinciale et qui n'avaient pas eu élection. Mais il y a quelques ministres, j'ai entendu, parce qu'on a pris quelques personnes à la volée pour montrer qu'on a remis l'argent. Mais en réalité, l'argent n'a jamais été remis à 80% ou 90% de personnes. 90% de personnes qui avaient postulé. Parce que comment ça se passe? On vous dit, vous devrez apporter les bordereaux de la banque. Or, à l'époque, quand tu postules, tu prends le bordereau de la banque, tu mets dans les dossiers. Tu n'as pas une idée que ces élections ne vont pas avoir lieu, que je photocopie les bordereaux, que je garde ça 3 ans plus tard ou 2 ans et demi plus tard. Ça sera les moyens pour revendiquer ma caution. Ouais. Vous comprenez? Et c'est ce qu'on demande. Or, nous avons été déjà listés. Tu ne peux pas être affiché par la CENI si tu n'as pas payé. C'était simple de dire quelles sont les listes qui étaient... En fait, quand les gens sont malhonnêtes, ils vont créer tous les moyens. Et ça, il y a des ministres qui payeront. Et les autres ont déjà commencé à payer. Ils ne comprennent plus rien, ça n'avance pas. On a des gens qui ont été des candidats ici à Kinshasa qui vont maintenant en province parce qu'en fait, ils ont été... On ne peut pas bouffer l'argent des citoyens comme ça, juste parce qu'on est au pouvoir, parce qu'on est dans des combines. Et ça, c'est malheureux. Il y a des gens qui se comportent comme ça. Alors, c'était une parenthèse pour te montrer qu'en fait, ce n'est pas de l'improvisation, ce n'est pas de la première fois que je fais. Mais à chaque étape, il faut savoir, en fait, est-ce que c'est ta saison? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut poser les attentes? En 2018, j'ai eu beaucoup de sollicitations. Il y a 4 candidats présidents qui voulaient que je travaille avec eux. Mais après, il y a un candidat président qui, parce que un de ses collaborateurs, qui est actuellement ministre, qui n'est plus avec lui, voulait que je sois candidat. Il était en train d'identifier de jeunes qui ont pignon sur rue, qui sont intègres, qui sont exemplaires, qui sont dans une certaine mesure de repère pour les autres. Oui. Et il voulait que je sois encore une fois candidat à député national, à être député provincial pour le compte de cette plateforme à Lingwala. Quand je suis allé voir le candidat président, il se retrouve qu'il y avait 3 personnes, c'est un seul siège à Lingwala, 3 personnes qui étaient aussi candidats à ce siège-là. Il fallait qu'ils puissent faire l'arbitrage. J'ai discuté avec le candidat président, il me dira que, je parle de choses, hein, il me dira que je trouve que tu es très intéressant, viens avec moi au national. Parce que le candidat était en même temps candidat député national à Lukunga. Il me dit, viens avec moi. Nous avons un deal avec l'UDPS, ça c'est ce candidat qui le dit, je ne vais pas citer son nom, pour que je sois gouverneur. Si je suis gouverneur, je ferai de toi ministre provincial. Je trouve que tu es très consistant. Et troisième proposition qui me fait, première proposition, c'est que je parte avec lui au national et qu'on laisse quelqu'un d'autre au provincial, alors que c'est lui qui est actuellement ministre, qui était membre de cette plateforme, qui voulait que je sois candidat sur la liste du regroupement, mais dans le parti de cet ancien qui est aujourd'hui ministre, parce que vous êtes dans la plateforme, mais le parti d'où tu viens compte. Alors, il voyait qu'il perd cette place qu'il tenait à avoir à tout prix. Il n'était pas content, mais lui, il me propose ça, d'aller avec lui au national. Il me dit par conséquent que s'il passe
gouverneur de la ville de Kinshasa, il fait de moi ministre provincial. Et de 3, il m'a dit, mon noyau de campagne, encore une fois, les noyaux, mon noyau de campagne a 4 personnes. J'étais en train de chercher une femme pour que ça soit 5. Mais là, je dois faire l'exception. Je dois te prendre pour entrer dans mon noyau de campagne. À l'époque, je travaille pour NDA, National Democratic Institute, donc j'accompagne les politiques. Mais je savais que j'étais vers la fin de mon contrat. Je pouvais voir comment négocier et soit ne plus renouveler un contrat avec NDI parce que c'est incompatible. Quand il m'a dit ça, moi je suis très spirituel. Je lui réponds, je n'ai pas réfléchi, mais je ne sais pas d'où est venue cette question. Je lui dis, comme si on se connaissait vraiment, hein, et je lui dis, vous savez que je suis quelqu'un de très spirituel. N'importe quel jeune, à lui de ce que vous avez dit, il prendrait. Mais je dois d'abord aller prendre le temps de sur scène. Il a dit, ok. Et je suis sorti. Et voilà que les événements vont se passer. Quand je pars, moi qui pensais que dans 2-3 jours, je vais faire mon rapport de ce programme à NDI et finir, NDI va me rappeler. Et j'évalue entre, voilà, être ce candidat et tout, et continuer avec NDI. Et j'ai eu une parole claire, parce que je lui avais dit que je suis spirituel. Quand tu es spirituel, tu as la foi. Et c'est vrai que c'est incompatible, on va se demander, mais comment dans un plateau de réflexion, on va mettre ça? Mais ça compte dans ma vie. La place de Dieu est très importante. Je vais, à l'époque, je suis non loin de chez moi, c'était mon église, Philadelphie. J'arrive à Jeudi et Toko. Pendant que l'on priait, il y a, et c'est authentique ce que j'ai dit, le prophète Fulgence Nkousou, qui était venu à Jeudi et Toko, qui était juste à côté de moi. Et il me tient à la main. Le pasteur Ken, qui conduisait la prière ce jour-là, dit que priez avec la personne qui est à côté de vous. Il me dit clairement ceci. Dès qu'il me tient, ses yeux s'ouvrent. Il me dit, je vois plusieurs propositions politiques pendant cette période. Alors qu'on était censé prier comme ça. Mais Dieu me dit, ne prends aucune. Waouh! Et Dieu seul sait comment il est en train de te conduire, parce que de toute façon, tu es déjà introduit dans ta saison. Et c'est comme ça que je ne suis jamais revenu chez ces candidats. Aujourd'hui, je me demande si j'étais avec lui, dans quel état je serais, parce qu'en fait, aux dernières nouvelles, voilà, suivez mon regard. Donc, je serais sali, je serais dans un combat illusoire, je serais dans un truc que je ne comprends pas. Et puis après, et 3 autres candidats et tout ça, je me retire. Et c'est le lendemain qu'on me rappelle à NDI pour me dire que non, il y a un programme pour former les femmes candidates ici en province et voilà, tu es parmi nos meilleurs formateurs et tout ça. Donc, il faudrait que tu signes un contrat par rapport à ça. Mais cette fois-là, ce n'était pas un contrat staff, parce que là, mon contrat staff était fini. J'ai pris un contrat comme consultant formateur pour le compte de NDA. Je suis allé former des femmes ici, je suis allé en province, j'ai formé des femmes qui, certaines sont de ministres, certaines sont de la gouverneure Haï de l'époque. Je suis parti à Mboujma, j'arrive, elle me reçoit dans son bureau et me dit, mais vous m'avez formé. Je ne me rappelle même plus qu'elle était dans la salle parmi les femmes candidates, parce qu'à Mboujma, j'en ai formé 90. Certaines sont députées aujourd'hui ici. Donc, vous comprenez que ma vie a toujours été intimement liée avec les affaires politiques. Ce n'est pas en fait... Parce qu'il y a des gens qui ne me connaissent que sur l'angle de coach, il y a des gens qui ne me connaissent que sur l'angle de motivateur, il y a des gens qui ne me connaissent que sur l'angle de politique, mais moi je suis multicasquette chaque jour ici, toute la vie, ça a toujours été comme ça, secteur privé, secteur public, monde des organismes internationaux, comme consultant, j'ai toujours fait des choses concomitamment. Et j'ai un background très transversal, très ouvert, j'ai une vue en fait globale de l'appréhension des choses. Et ça, c'est aussi l'avantage d'être expert en communication, parce que les communications, c'est vraiment en fait un boulevard qui peut t'amener voilà, partout où tu voudrais. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai pensé à la politique. Déjà en 2018, je savais qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient « Mais coach, on vous attendait comme candidat ». Mais ce n'était pas le temps, comme je l'ai dit. Et puis après, j'ai... forger mon petit parcours progressivement, j'ai fait des choses et je crois qu'à juste titre aujourd'hui, et après il y a plusieurs signaux qui ont concouru à ce qu'on s'assume
aujourd'hui, c'est dire finalement, on peut aller dans ces institutions et jouer le rôle qui est le nôtre, parce que nous en avons vocation. Et déjà en 2019, le 20 juin, j'ai fait une grande activité dans la grande salle de Showbuzz qui posait des questions sur, en fait, l'héritage de l'indépendance et de l'alternance pacifique. Il y a eu plusieurs jeunes. Il y avait parmi les intervenants, d'ailleurs, le promoteur de cette chaîne, le président Christian Bossembe, il y avait Christelle Vwanga, l'honorable, et puis il y avait, dans les séculiers, dans le monde de banque, il y avait Eric Toumba. 4 intervenants. Nous avons tenu en haleine pour montrer que c'était très important le virage que nous étions en train de prendre. Tout à fait. Et j'ai fait un discours très osé pour montrer qu'il y a beaucoup à capitaliser, parce qu'avant 2019, bon, quand tu as ton petit boulot dans une banque ou dans une télécom, tu ne veux pas te mêler de la politique, parce qu'en fait, nous n'étions pas vraiment dans un pays libre, dans un pays libre. Ton job. Voilà, tu préfères protéger ton petit job. Tu ne peux même pas parler politique dans un groupe WhatsApp. Et nous en avions en fait ce courage, parce que moi, j'étais aussi mêlé à tout ce qui est mouvement citoyen et trucs. Donc, j'étais transversal. J'avais plusieurs casquettes et j'ai une appréhension en fait de la question de la jeunesse, de la question du parcours et beaucoup plus de la place de la question de l'État dans ce que je suis en train de faire. Et à cet effet, j'étais en train d'appeler les jeunes à adhérer dans des partis politiques, parce qu'il était temps de pas du renouvellement forcément de la classe politique en termes de rajeunissement, mais d'apporter des nouvelles idées portées par de nouvelles personnes, parce qu'on était tellement bons et tellement fiers et jaloux de nos attributs, de nos casquettes, qu'on se disait qu'on ne peut pas aller en politique parce qu'on va se salir, parce qu'on va, généralement, la peur que les gens ont, mais en faisant ça, on laissera jamais des gens de théâtre aller au Parlement et jouer avec notre destinée, des gens qui vont au Parlement pieds nus, qui font des trucs, des gens finalement qui ont désacralisé en fait le creuset de la démocratie, les lieux saints en fait qui devraient porter les idées les plus valeureuses et qui devraient en fait réfléchir sur les destinées des gens. Il y a beaucoup de lois qui peuvent être en fait confectionnées pour le bien-être de notre population, mais les gens passent à côté en train de nous faire des trucs. Et bon, il est très important dans une société en mutation comme la nôtre que finalement les meilleurs de fils du Congo puissent rendre la destinée, parce que l'idée même de l'agora grecque, de la gestion de la cité, c'est que les meilleurs d'entre nous doivent nous diriger, les plus intelligents, les plus compétents, les plus éclairés mais ici c'est l'inverse en fait. Et aussi en termes aussi moral et éthique, ça devrait être le moins voleur de nous, vous comprenez, les moins voleurs. Oui, parce que en fait, si par absurde, on considérait que nous étions tous des voleurs dans la société. Donc, les moins voleurs d'entre nous devraient être ceux qui dirigent, parce qu'en fait, c'est comme si c'était l'échelle de la cupidité. Alors, nous ne devons pas avoir des gens cupides, des gens qui sont égoïstes, des gens qui ne pensent qu'à eux, des gens qui pensent à leur noblesse, à leur bien-être. Parce qu'en fait, il y a des gens qui parlent très bien français, qui ont fait des bonnes études, mais en fait, qui ne pensent jamais aux autres. Et s'il est ministre, c'est pour démontrer qu'il a retenu la formule du second degré, delta égale B carré moins 4AC. Au lieu de regarder le bien-être de la population, il est en train de nous parler des choses qu'il a étudiées à l'école. Il voit la conformité de ça, des cadres macroéconomiques vides, alors qu'il n'y a aucune solution qui a été donnée. Donc, lui, il cherche juste la conformité entre ce qu'il fait et les théories qu'il a apprises à l'école. Comment comptez-vous, maintenant, vous avez une très très riche expérience, hein, votre parcours est en tout cas assez alléchant, comment comptez-vous, comment dire, vous servir de votre parcours pour être un député national de qualité? D'abord, il faut avoir conscience du rôle du député. C'est très important. Un député, c'est quelqu'un qui confectionne les lois, c'est quelqu'un, ça veut dire qu'il légifère, c'est quelqu'un qui ramène le desiderata de sa population, parce qu'on sera député national, mais on est à la base, en fait, élu dans une circonscription. Et donc, il y a des problèmes particuliers liés à la circonscription pour lesquels tu dois porter, et il y a des problèmes d'ordre national, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on s'appelle député national, même si on est élu dans une circonscription, on s'appelle député national. Et tout ce qu'il y a comme conjugaison de préoccupations liées à la vie de la nation, on doit y réfléchir. Et
autrement trouver des solutions, mettre en place des mécanismes qui permettent à ce que l'exécutif puisse s'appuyer sur ça afin, effectivement, de rencontrer les préoccupations de la population. Mais il y a aussi ce côté contrôle parlementaire qui y est en fait la rigueur dans la façon d'appréhender, de juger, de contrôler, de canaliser ceux qui sont appelés à être des décideurs, ceux qui sont dans l'exécutif. Et pour cela, ça demande un maximum de compétences. Parce que tu ne représentes pas les gens que tu ne comprends pas, que tu ne connais pas, dont tu n'as pas la lecture sociologique, psychologique, mais aussi en fait... Tout le monde ne peut pas être député. N'importe qui ne peut pas être député. Je suis désolé, chez nous ici, c'est celui qui distribue beaucoup de farine qui devient député. Ce n'est pas son rôle. Et même il peut arriver que tu puisses être très altruiste et tu fasses ça. Mais au-delà de ça, tu ne dois pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est que tu dois être capable de parler. Parce que ça s'appelle parlementaire. Tu dois être capable de parler, tu dois être capable de discuter sur des questions les plus élevées de la nation. Ça veut dire que tu ne dois pas avoir des fissures linguistiques. Parce qu'en fait, au Parlement, on ne va pas faire des mathématiques. On ne va pas, en fait, démontrer comment tu as inventé. Parce qu'en fait, il faudrait qu'il y ait la part de choses. Mais ici, on confond la personne qui a été beaucoup plus mécène et c'est celle qui doit devenir députée. J'ai vu même... Non, mais ça se fait comment? Non. Légiférer, ça se fait Non. Soyons calmes. Il y a des lois. Sinon, aux États-Unis, on arrêterait, on dirait qu'on a déjà légiféré. Pourquoi il y a des parlements qu'on change à chaque cycle? Pourquoi en France on change? Pourquoi? La vie d'une nation est dynamique. Ça veut dire que de façon permanente, il y aura toujours des questions d'ordre législatif qui doivent être traitées. Il y a des lois qui peuvent en fait être soumises à une analyse si elles sont toujours pertinentes ou pas. Il y a des lois qu'on peut perfectionner, la loi sur la nationalité. C'est des débats, en fait, vu les réalités de notre pays. Est-ce que cette loi doit rester en état? Il y a des lois qui n'ont jamais été votées. Par exemple, il y a des dispositions qu'on n'a pas. Je vais rire, hein. Tu t'imagines que nous sommes dans un pays où on dit qu'on n'arrête pas quelqu'un à cause de la dette, n'est-ce pas? Maintenant, dans la réalité, tu vois quelqu'un qui a de l'argent, et généralement, il y a aussi même des députés qui font ça, j'ai appris, qui prennent des dettes des gens, mais qui ne veulent pas payer, et puis qui menacent les gens. Quelqu'un qui a ta dette, mais non pas qu'il manque l'argent, mais tu sens qu'il ne veut pas te payer. Je dis n'importe quoi. Quels sont les mécanismes? Or, si toi tu vas, par exemple, arracher sa chose, c'est toi qu'on va arrêter. Soit comme voleur, soit pour destruction méchante, vous comprenez? Et il faudrait que les gens réfléchissent sur ça. Quels sont les mécanismes qu'on dit, par exemple, pour quelqu'un qui a la dette, mais dont on voit qu'il produit? Voilà les mécanismes de contrainte. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a suffisamment de choses. Je vois régulièrement sur la rue les enfants de 5, 6, 7, 8 ans qui sont en train de conduire les aveugles. Quelle est la politique nationale sur cette question? Alors, s'il n'y a pas de politique nationale, il faudrait qu'il y ait une loi organique qui est orientée sur le social, sur une loi qui... On voit aussi la prolifération des mendiants à travers la ville de Kinshasa. Alors, du coup, en fait, il ne faut pas dire qu'on a toujours légiféré. On a légiféré sur quoi? Est-ce qu'on a vidé toutes les questions? Non. Est-ce qu'on a donné la pertinence à certaines lois? Non. En fait, il faudrait effectivement des gens qui réfléchissent comme ça. C'est ça le travail du parlementaire. Et par conséquent, tout le monde ne peut pas aller juste parce qu'il a distribué beaucoup d'argent, ou bien il a été mécène, ou on l'a beaucoup chanté dans la musique, et puis on doit le mettre là. C'est comme ça qu'on voit des gens se féliciter d'être rentrés au Parlement 3 législatures, alors qu'ils n'ont jamais de ces jamais, jouer un rôle de parlementaire, à part être dans des commissions, en fait, dans des équipes, des missions. Quand par exemple le président du Parlement voyage, ou bien un Premier ministre voyage, il prend quelques députés qui vont... En fait, les gens sont dans ça. C'est de la complaisance. C'est de la Il faudrait que progressivement, on puisse atteindre un niveau qui fait même de lois de qualité. Et par conséquent, ça permettrait à ce que tout le monde ne puisse pas s'hasarder. C'est comme ça que moi, je me dis que au niveau de l'Assemblée nationale, si on a des personnes de qualité, ils ne se gêneront pas en fait de mettre aussi en fait en place des garde-fous sur qui peut devenir député. Parce qu'en fait, j'ai comme impression que tous les handicapés intellectuels, tous ceux qui, juste parce que en fait, et regarde le niveau de la population, et ça c'est très insultant. J'ai vu des blagues qui montrent aussi les niveaux, un peu le degré en fait dans quelle société on est. Outre le fait que les gens pensent que si tu votes, tu vas aller prendre 21 000. Les gens
j'ai vu une blague qui passe. Abi, Yekutu Akabakate, Siko Aekwa Koma, député. En fait, tu vois les niveaux de trucs. En fait, les gens sont prêts à brader leur personnalité. Ça veut dire que Moutoua Kabila Kayo, même s'il ne sait pas de quoi parler, même s'il ne sait pas comment il va parler. Parce que les députés, c'est savoir parler, savoir écrire, savoir réfléchir, savoir concevoir. Parce que tu peux même avoir, tu as récolté des problèmes de ta société, mais comment tu viens le présenter après le rapport parlementaire, défendre, comment tu fais, comment tu... Dans quelle langue, comment tu te débrouilles. Donc il y a tous ces aspects-là, c'est très important. Alors respectons la République, donnons à la République les meilleurs d'entre nous, les gens qui peuvent réfléchir. Regardez les complaisances. Les mêmes personnes qui vous disent, par exemple, non, ce n'est pas bien de mettre les gens de la famille comme des suppléants. Après, il y a d'autres qui ont des arguments. Pourquoi ils doivent mettre les gens de trucs. C'est discutable. Mais la même personne qui défendait ça, on la trouve qui a mis sa fille. Tu vois, c'est immoral en fait. En réalité, il faudrait que... Mais il y a aussi la qualité de ces personnes qui vont élire. Justement, il y a ces côtés conscients, ces côtés éthiques, c'est très important. On aura, moi, au Parlement, je crois que les débats seront ouverts. J'ai entendu, je crois que même les chefs de l'État le disaient. Vous ne savez pas par exemple, dans le théâtre, comme on voit certains qui se mettent pieds nus. C'est un lieu noble, le Parlement. Il faut rendre la noblesse au Parlement. On a été tellement ramené dans la boue avec une catégorie de gens qui n'est passé que pour insulter. Tu vois, en fait, la facilité que les gens... Celui qui a beaucoup insulté, c'est celui à qui on donne de voix. Je crois que les gens doivent se répandre. Je crois que la population doit se repentir d'avoir donné, en fait, des cutis à certaines personnes qui ne pouvaient jamais, en fait, être même conseillers municipaux à cause de la dégradation, en fait, de l'éducation. On a entendu des audios des gens qui insultent facilement. Il faut qu'il y ait l'exemplarité. Le corps constituant de l'Assemblée nationale et du Sénat, ça devrait être des gens... irréprochable. C'est vrai qu'on n'est pas de saints, mais ça devrait être en fait la crème, mais ça devrait être des gens qui font preuve de probité morale, qui font preuve d'exemplarité, mais aussi qu'il faudrait qu'il y ait de mécanismes en fait, quand quelqu'un jette l'opprobre, qu'est-ce qu'on peut faire de lui? J'allais ajouter un autre aspect quand je disais que j'ai entendu même les chefs de l'État aussi aller dans le même sens. On va chuter avec la députation, par exemple. On va chuter la question du salaire des députés nationaux. Oui. Mais avant par exemple, il y a des lois aujourd'hui sur lesquelles on doit discuter. Le mode de vote de gouverneur. Des gens qui n'ont aucune légitimité parce qu'ils ont été élus par des marchandises. Je pèse bien mon mot. J'étais dans une des campagnes de gouverneurs. Oui, les députés provinciaux se présentent comme des marchandises. Parce qu'en réalité... ils font la déchéance de gouverneur. Pourquoi? Parce qu'il y aura autre élection et ils vont taxer à 50 000, 40 000 par député pour... Donc ça veut dire... C'est la corruption, ça. Voilà, tu ne peux pas passer gouverneur si tu n'es pas quelqu'un qui est à l'aise dans la corruption. Et c'est la même chose pour les élections du Sénat. Et donc, c'est des questions sur lesquelles on devait discuter. Est-ce que les gouverneurs représentent les chefs de l'État en province? Vous comprenez? Maintenant... Pourquoi ce n'est pas les chefs de l'État qui les nomment, par exemple? Pourquoi ils ne sont pas élus au suffrage universel? Parce que si les chefs de l'État les nomment, on aurait, par exemple, les mécanismes où il y a des gens qui ne sont pas forcément de cette province, comme à l'époque de Mobutu, qui sont gouverneurs, et ça va renforcer, en fait, l'autorité de l'État. Parce qu'ici, on voit plus leurs frères qu'on veut abattre. On aura, en fait, l'image de la représentation du chef de l'État en province, et on aura moins de problèmes. Regarde, sur l'ensemble de 26 provinces, il y en a eu plus de 20 provinces où on a déchu le président de l'Assemblée provinciale, on a déchu le gouverneur, on a redéchu, parce qu'en fait les gens sont dans... Et la Cour constitutionnelle les fait qui rétablir. Voilà, et les provinces n'avancent pas. Parce que, et puis après, ça renforce les tribalismes, l'ethnicisme et les régionalismes au sein de... Juste pour finir, la question du salaire. On a vu Martin Fayulu revenir sur cette question, il a fait une déclaration... C'est un populiste, parce qu'en fait, il s'avère que ces gens ont toujours des pourcentages sur leurs députés qui touchent le fameux salaire. Les gens doivent apprendre à être honnêtes. C'est un peu comme sur cette question de est-ce qu'on doit avoir quelqu'un de la famille comme suppléant ou pas. Il faut froidement aborder les questions et regarder la dimension. Aujourd'hui, déjà le fait seulement que j'ai publié que j'étais candidat, tu ne peux pas imaginer le nombre de demandes d'amis. Non, pas de demandes d'amis. Problème des Minerva. Quelqu'un qui m'écrit pour la première fois. Il y a une dimension sociologique
une dimension en fait socio-économique de l'environnement dans lequel on se trouve, qui fait que les députés est toujours une cible. Ici, je suis juste candidat annoncé député. Et on imagine c'est quelqu'un qui doit devenir une sorte de distributeur d'argent. Tu vois comment à quoi est réduit les députés. Alors, du coup, il faudrait froidement, sans populisme, aborder cette question et voir en fait dans quelle mesure est-ce que le problème ce n'est pas d'augmenter les niveaux de vie et trouver le bien-être, notamment les basiques, le manger, le boire, l'abri pour des populations, pour qu'ils cessent. Parce que plus on augmente cette capacité de mieux-être pour la population, on peut aborder la question de réduction de salaire sans problème. Merci beaucoup, coach Eugène Kandolo. Vous êtes également éditeur, directeur de publication, c'est ça, de ce magazine Pain du Ciel, magazine chrétien d'information et d'opinion. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, certainement on aura le temps d'en parler dans d'autres émissions. Ce n'est pas une dernière. Non. Merci beaucoup de votre disponibilité, toujours éloquent. Merci mesdames et messieurs, nous avez suivi, on l'appelle le coach. Certains le savent pourquoi on l'appelle comme ça. Allez, portez-vous bien, merci coach. Merci à vous. Au revoir.